Elles sont allées jusqu'au bout de la Terre, pratiquement sans aucun budget, de la Patagonie à l'Alaska, entre les deux, 80 000 km parcourus, où tout n'est quasiment qu'improvisation. Marion et Amélie Laurin sont nos invités. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Marion, vous êtes plus près de moi. Amélie, donc à vos côtés, vous êtes donc les auteurs du livre intitulé Jusqu'au bout de la Terre. C'est aux éditions City Éditions. Vous racontez donc cette aventure. Marion Laurin, comment est né ce pari avec votre sœur ? Alors tout a débuté en Australie en fait, on a fait un road trip, donc on a acheté une voiture, on a fait le tour de l'Australie toutes les deux et on se connaît très bien, donc c'était un petit peu, on a commencé à refaire le monde peu à peu et on s'est dit qu'il fallait faire un autre voyage, un autre challenge et que les Amériques du sud au nord, ces trois continents, c'était vraiment une route mythique, quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Alors ça vous le racontez au début du livre. Amélie Laurin, combien de pays traversés ? On a traversé ensemble 19 pays. Et puis on s'est séparés à la fin pour vivre chacune notre expérience. Mais vraiment, le but, c'était de le faire ensemble. Et quasiment tous les pays d'Amérique latine. Et du sud au nord, en partie de l'Argentine, de la Patagonie. 19 pays. Vous, lequel vous a le plus fasciné comme pays ? Moi, je suis plus Amérique du Sud, donc j'ai adoré l'Argentine, la Colombie aussi. J'étais très étonnée par la Colombie et le Belize aussi. Et vous êtes plus Amérique du Nord, non ? Pas forcément. Alors j'ai bien aimé quelques pays aussi qu'Amélie a mentionné, aussi le Nicaragua qu'elle n'a pas dit. Et j'ai adoré les Rocheuses canadiennes et l'Alaska qui sont vraiment... Alors vous avez dû vous débrouiller, faire du stop pour avancer, frapper aux portes aussi des gens pour trouver où dormir, parfois même où manger. 646 jours, c'est quand même presque 2 ans. Qu'est-ce qui vous a été le plus difficile ? Le début. Au début, on avait vraiment eu du mal pas à se mettre dans le bain parce qu'on voyage quand même depuis longtemps toutes les deux. On se connaît très très bien. C'est vrai que c'est difficile de se projeter sur 2 ans et de se dire qu'on va devoir voyager comme ça, donc en stop, dans des conditions un petit peu difficiles qu'on a choisies. Hein, mais concrètement, ça c'est la dimension psychologique plus quand on entame l'aventure. Mais concrètement... En fait, on s'y habitue, c'est l'aventure, donc on ne peut pas comparer ça, c'est pas une routine, mais ça devient une sorte de routine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'habitue à pas savoir ce qui va se passer et ça devient de plus en plus facile. Moi, faire du stop au début, c'était très difficile, je suis extrêmement impatiente. Et en fait, après on s'y habitue, c'est comme ça, on attend sur le bord de la route. Alors ce qui est frappant, c'est le panel en fait des personnages que vous avez rencontrés. C'est assez étonnant. Racontez-nous, qui avez-vous vu à travers cette immensité ? Alors c'est vrai que le stop, c'est une manière de voyager qui permet justement de rencontrer vraiment des dizaines et des dizaines de personnages complètement différents tous les jours. Tout le monde s'arrête, des pauvres, des vieux, des riches, des citadins, des gens qui habitent dans le pays. Là, on voit l'image du printemps canadien, on voit ensuite dans les glaces. Les photos ont été prises par qui ? Vous êtes photographe, il me semble, Amélie. Moi, je suis photographe, oui. C'est vous qui avez pris les photos ? Oui, j'ai pris la plupart des photos et celle où je suis dessus, j'ai essayé de... je vais passer l'appareil. Alors on voit donc bien entendu à travers les photos qui défilent avec ces personnes que vous avez rencontrées, des enfants, notamment des paysans. Ça va du pauvre paysan au riche pilote d'avion. Qui est donc d'ailleurs ce riche pilote d'avion alors ? C'est un monsieur qu'on a rencontré au Mexique, au sud du Mexique, au sud de la Basse-Californie, qu'on a revu par la suite à Seattle, là où il habite. Et il nous a vraiment bien aidés. Il nous a fait un petit peu voyager dans les coins qu'il connaît bien. Tout le monde en général nous a beaucoup aidés. Là, on prend l'exemple du pilote d'avion qui était assez fortuné. Mais même les gens très pauvres qui avaient rien, juste une maison avec sans meubles et sans pas de lit, rien pour nous accueillir vraiment, nous ont donné énormément. Quelles leçons tirez-vous de ce voyage ? Est-ce que ça a changé votre regard sur le monde, en tous les cas au moins sur cette région ? Est-ce que des stéréotypes sont tombés ? Énormément, oui. Oui, à la fois ce qu'on peut penser d'un pays en arrivant, on se dit par exemple la Colombie c'est hyper dangereux, ça l'est oui certainement, mais on peut aborder la Colombie d'une toute autre manière et s'en sortir très bien. Il n'y a pas de danger en soi si on ne met pas les pieds au mauvais endroit. Après, non, mais vraiment alors après, laquelle joue de la guitare là ? Parce qu'il y a une de vous deux qui tient l'arme un peu comme la guitare. C'est moi, ça c'était en Colombie, donc des policiers qui nous prêtent leurs armes. On avait dormi, on avait planté notre tente juste à côté de leur caserne pour profiter de leur protection, mais en fait c'est pas si simple que ça, la protection des policiers. Et oui, après ils m'ont dit que je la tenais comme une guitare. Et vous, qu'est-ce qui a changé dans votre regard du monde ? Alors c'est vraiment, donc il y a beaucoup de stéréotypes qui ont été balayés, notamment sur les camionneurs qu'on a beaucoup côtoyés. Mais vraiment la morale qu'on a tenue de tout ce trajet, tout ce voyage dans l'intégralité, c'est vraiment que les gens sont bons. Et c'est vrai que quand on est dans notre petite vie quotidienne, surtout pour nous pauvres Parisiens, entre guillemets, à Paris, dans le métro tous les jours, dans les embouteillages,
on a tendance à s'énerver un petit peu contre les gens. Et vraiment, les gens, partout où on a été dans tous ces pays... Font preuve de patience et les l'humilité. gens sont vraiment bons, ils nous ont vraiment aidés. Vous disiez originaire de Paris, est-ce que ça change quand on est fille et francophone dans une région majoritairement hispanophone ou lusophone au Brésil et bien entendu plus au nord anglophone Au-dessus, en Amérique latine, c'est vrai que les hommes sont un petit peu machos. Ils nous demandent toujours où sont nos maris et pour qu'est-ce qu'on est vu. Vous avez combien d'enfants? Voilà, on s'est inventé des vies, mariés. Nos maris nous attendent justement dans le village suivant. Ça, c'était pour être tranquille. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des personnes parlant le français, des francophones? Oui, bien sûr, notamment des Québécois avec leur petit accent rigolo. Pas énormément. C'est vrai qu'en voyageant comme ça, on rencontre beaucoup de locaux, plus que des voyageurs internationaux. Donc c'était de temps en temps, mais c'était quand même relativement limité. J'ai des facilités pour apprendre les langues et j'aime ça. Ça permet aussi de... ça améliore, ça facilite la communication. Amélie Laurin, vous êtes partie à 20 ans en Irlande. Vous travaillez dans la restauration, il fallait que je me trompe au moins une fois. Donc on a peut-être vu l'image à l'écran, ce sandwich au thon. Voilà, ça a été parfois modeste, mais en tous les cas, on a bien compris que c'était une aventure humaine fantastique. Merci à vous, Jusqu'au bout de la Terre, édition City, un témoignage passionnant. Merci à toutes les deux. Merci.